Horace, en quelques mots. Horace, c'est une association qui est financée par l'ADEME et la région et qui est impulsée par les chambres de commerce et d'industrie régionales. Et notre rôle en tant qu'acteur neutre du territoire sur le sujet de l'énergie, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, l'idée, ça va être de comprendre la crise énergétique, avoir quelques éléments et surtout avoir des éléments qui soient d'ordre public, comme des aides de financement, des dispositifs de soutien ou également aussi les premiers billes, les premiers jalons derrière pour mettre en place une stratégie de réduction de réduction de consommation d'énergie. Tout d'abord, je voudrais commencer avec ce petit graphique. Donc, non, ce n'est pas le drapeau de la France. Ça s'appelle le Climate Strip. C'est de 1860 à 2020. Chaque bande de couleur représente une année. Et cette année, plus la bande est rouge, plus il fait chaud, et inversement pour le bleu. Donc en fait, si vous voulez, depuis 1860 à 2020, on constate une augmentation forte des températures, car en effet, plus il est rouge, plus la température moyenne au niveau terrestre, au niveau climatique, est forte. Donc là, c'est un petit peu... Là, alors, ce graphique est un peu moins connu, mais il est un petit peu plus représentatif parce qu'on le comprend un petit peu plus facilement. Donc quand on parle d'une évolution d'1,2 degré, en fait, on constate que là, depuis qu'on calcule la température moyenne sur le climat au sein du monde, les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Donc voilà, pourquoi on parle de réchauffement climatique? C'était un petit peu le sujet, c'est le sujet un petit peu actuel. Depuis qu'on parle de sécheresse en mois de février et sécheresse au mois de mars, évidemment, on peut commencer à se poser des questions. Alors, on va voir que c'est pas uniquement la seule raison, de la situation actuelle au niveau des consommations et des prix de l'énergie notamment. Mais je trouve important aussi de mettre en corrélation les consommations d'énergie fossile qui est actuelle au niveau mondial. Donc là, on retrouve le charbon, le pétrole et le gaz. Donc depuis les années 1800, on voit une forte explosion. Cette explosion-là, on la considère, alors je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'empilement. La théorie de l'empilement, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on souhaite développer une énergie, mettre sur le réseau une nouvelle production d'énergie, en fait, ça ne remplace pas une énergie actuelle. C'est plutôt parce que nos besoins en électricité augmentent, notamment. Euh, Par exemple, l'exemple de la consommation d'électricité qui est actuelle et qui va ne cesser de croître, notamment en relation avec le fait que les voitures électriques seront les seules acceptées sur le marché d'ici à 2035. Donc voilà, donc consommation d'électricité évolue, augmente, et donc on parle de théorie de l'empilement parce que nos consommations d'énergie fossile aussi à l'échelle mondiale augmente. Si on regarde un petit peu ces consommations d'énergie fossile, elle est en parfaite corrélation avec les émissions de CO2 qui sont cumulées au niveau mondial sur le monde. Et entre donc, les 25 dernières années, on considère que l'humain n'a jamais émis autant de CO2 que durant toute l'humanité. Donc c'est vrai qu'en fait, on pourrait dire que la France, c'est pas une grande artisane des émissions de CO2, ce qui est réel. Notamment, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde sont la Chine, les États-Unis et l'Inde. Donc, on a plus souvent envie de pointer du doigt un petit peu la Chine, qui est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle exporte une grande majorité des produits qu'elle développe. On parle aussi de forte industrialisation, et vous le savez très bien que le Made in China alimente et abonde une grande partie de l'humanité également. Donc, c'est à prendre avec des pincettes aussi, le fait que la Chine, en effet, émet beaucoup, mais aussi pour alimenter une grande partie des produits qui fait notre société actuelle. Voilà, les pays, et c'est généralement chez les pays développés, comme l'Union européenne, qui délocalisent une grande partie de la production de ces produits du quotidien. Alors maintenant,
maintenant que cette petite introduction au réchauffement climatique est liée, alors juste avant, hein, les émissions de CO2, quand on parle d'émissions de CO2, pourquoi elle a un lien avec le réchauffement climatique? C'est qu'en fait, on parle d'effet de serre. Donc l'effet de serre, hein, c'est lorsque c'est un phénomène qui est naturel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la planète, comme la planète Terre sur laquelle on vit, l'effet de serre est bien présent, ça nous permet justement d'avoir une température moyenne qui permet de développer la vie sur Terre. Il faut savoir que sans effet de serre, la surface de la Terre sera à peu près à moins 18 degrés. Donc la Terre, ce serait un gros bloc de glace. C'est pour ça qu'on a des gaz naturels d'effet de serre qui sont autour de l'atmosphère. Le problème de ça, c'est que en fait, on va brûler, on va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre et on va avoir l'effet qui va être de réchauffer, donc qui va devenir exponentiel. C'est un petit peu si on rajoutait des plumes dans un édredon. Plus on met de plumes, au début, les plumes, l'édredon est important pour se réchauffer. Et en fait, plus on va en rajouter, plus on va être en surchauffe. Donc, c'est pour ça que les émissions de CO2 sont vraiment impactantes au niveau systémique, au niveau mondial. Même si c'est. Donc voilà. Alors, la sobriété énergétique, maintenant, je vais vous en parler. Alors, quand on parle de sobriété énergétique, donc le premier terme, première fois qu'on a réellement entendu cette expression, la sobriété énergétique, c'est lorsque notre Première ministre a établi ce sujet en octobre 2022. Donc, quand on parle un petit peu de sobriété énergétique, il faut prendre un petit peu de recul aussi, parce qu'on peut se demander si ce terme qui a avancé, hein, comme la solution, qui est un petit peu en amont, surtout au niveau de l'hiver, où on imposait à toutes les entreprises françaises et puis même à tous les citoyens de diminuer les consommations d'énergie, donc d'être plus sobre. Donc l'idée derrière ça, quand on parle de sobriété, on peut quand même parfois un petit peu avoir peur parce que quand on parle sobriété au sein d'une entreprise, eh ben, on peut penser aussi à perte de performance, diminution de l'activité, diminution de l'attractivité de son entreprise aussi. Donc parfois, quand on termes de sobriété, ça peut être aussi un petit peu délicat. Et quand on parle d'énergie, l'énergie, c'est en fait un sujet qui n'est pas réellement maîtrisé aujourd'hui au sein de nos entreprises, pour la simple et bonne raison que l'énergie, l'électricité n'a jamais, et le gaz aussi, n'a jamais été un sujet très onéreux dans les charges d'une entreprise. En fait, tout simplement, on était à peu près à environ 4 centimes du kilowattheure pour les consommations de gaz. On était à peu près à 10 ou 12 centimes pour les kilowattheures d'électricité. Donc c'est vrai qu'en fait, on avait des retours sur investissement qui étaient à moyen, voire très long terme pour des travaux d'efficacité énergétique. Donc c'est vrai qu'en fait, il n'y a jamais eu de réelle raison de pouvoir d'ouvrir des postes uniquement dans l'énergie au sein des structures. A contrario, on peut retrouver des postes liés à la qualité pour des raisons de performance, d'optimisation de la production. On va aussi retrouver des métiers liés à l'hygiène, la sécurité, l'environnement, pour des raisons complètement réglementaires et de sécurité au travail. Donc voilà, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les énergéticiens au sein des structures ont été un petit peu, entre guillemets, le parent pauvre. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un bouleversement total sur une crise énergétique, notamment avec des prix juste avant l'hiver, au mois de juin, juillet, août, là, qui ont vraiment explosé parce qu'on s'attendait à avoir un hiver très rigoureux et surtout à une diminution d'approvisionnement du gaz. Donc en fait, on n'était pas forcément armé pour ça. De base, l'énergie a toujours été une charge classique qui bougeait pas réellement d'une année sur l'autre. On signait pour 3 ans et puis basta. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut prendre les choses en main, qu'on parle vraiment de stratégie au sein d'une structure et que ça devient de plus en plus, de plus en plus un sujet réel. On a des prix qui ont fait x2 notamment. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant. Mais pour prendre un petit peu de recul là-dessus, donc
évidemment, hein, le réchauffement climatique est un énorme sujet, mais c'est un sujet qui est mondial. Alors que lorsqu'on peut voir un petit peu la situation de l'Union européenne et la situation de la France, on peut se dire que la transition énergétique est plus que nécessaire, voire même vitale, pour la pérennité de nos sociétés. Je m'explique. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est la deuxième plus grande puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Ça représente 7% de la population mondiale et ça a une grande capacité commerciale. Aujourd'hui, on considère que si on regarde un petit peu le niveau de vie des pays qui composent l'Union européenne, comparé à l'Amérique du Sud, comparé à l'Asie, comparé à l'Afrique, l'Indonésie, etc., on est le continent qui le fait le mieux vivre. On souffre moins de pauvreté, entre guillemets, que la moyenne des autres pays, des autres continents. Mais pourtant, pour nourrir ses habitants, pour les chauffer, pour pouvoir faire tourner les entreprises, et cetera, il faut avoir de l'énergie, que ce soit aussi bien sous forme électrique, pour faire tourner des machines ou au niveau du chauffage aussi. Donc ça, on est plutôt aujourd'hui à dominante gaz au niveau, en tout cas, de la France et même pour rouler, pour se déplacer, on est encore beaucoup sur du pétrole. Donc cette énergie-là, il faut l'avoir. Donc quand on regarde un petit peu une carte du monde, et ben l'Union européenne, on en est là. Et l'Union européenne, aujourd'hui, quand on regarde les réserves de gaz naturel, eh ben, on n'en a pas. On se rend compte qu'on n'en a pas. La Russie, eux, ils ont, comme vous le savez, ils sont des gros producteurs et des gros producteurs de gaz naturel. On va retrouver beaucoup de pays du Moyen-Orient, la Chine, l'Australie, l'Amérique du Nord aussi sont tranquilles avec ça, l'Amérique du Sud également. La Norvège, qui en a beaucoup, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et comme vous le savez, la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne également. Donc en fait, l'Union européenne, à part un petit peu les Pays-Bas, on n'a pas réellement de gaz naturel. On retrouve un petit peu les Polonais, mais c'est assez délicat. Donc on est extrêmement dépendant des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et si on regarde un petit peu plus aussi en détail les réserves de pétrole dans le monde, eh ben, c'est un peu le même constat. On se rend compte qu'on est extrêmement dépendant euh, d'autres pays. Donc d'autres pays, on va retrouver, hein, comme je vous dis, l'Amérique du Nord avec des grands territoires qui eux, ne souffrent pas de manque de réserves de gaz ou de pétrole. Ici, le Venezuela, qui est le pays avec le plus grande réserve actuelle connue de pétrole. Le seul petit sujet avec le Venezuela, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gisements de pétrole du Venezuela sont dans des sols très visqueux, avec une densité forte aujourd'hui, et l'extraction actuelle est bien plus chère que les pays du Moyen-Orient qui, eux, ne souffrent pas réellement de densité de sol et de problématiques, en tout cas, pour l'exploiter, ces gisements. Et en fait, on est extrêmement dépendant. Pareil, hein, on retrouve encore la Grande-Bretagne avec un petit peu de pétrole, notamment au niveau de la mer au nord-est, et la Norvège également. Et voilà, toujours pareil, l'Union européenne ne compte pas parmi ses collègues, hein, entre guillemets, de la Grande-Bretagne et la Norvège. Ça explique aussi en partie pourquoi le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. C'est parce que l'Union européenne, hein, c'est quand même avant tout, hein, réunir entre guillemets les forces de chacun pour être plus fort sur le plan international. Donc c'est pour ça que la Norvège n'est pas du tout prête pour rejoindre l'Union européenne. Et c'est pour ça que le Royaume-Uni également est parti, parce qu'elle n'est pas réellement dépendante des pays qui l'entourent, contrairement à nous. Contrairement à nous, mais bon, si on va dire que tout se passait bien dans le meilleur des mondes, chacun a ses petites réserves qu'elle veut bien nous partager, pourquoi pas. Après, il faut savoir aussi quand même qu'on est considéré comme le vieux continent, parce qu'on a été le continent qui s'est développé le plus tôt et qui a su tirer profit euh, des, euh, des réserves naturelles, des ressources naturelles des, des, des pays aux alentours qui, eux, n'en avaient pas forcément besoin. Euh, Évidemment, hein, on n'a pas forcément, quand on a une voiture et qu'on n'a pas de pétrole, et ben on va chercher chez le voisin. Mais là, en ce moment, comme on a quand même face à des pays qui se développent de plus en plus,
qui ont accès plus facilement aux voitures, qui ont accès plus facilement aux besoins qui se rapprochent de plus en plus des Occidentaux, et bien forcément, les ressources naturelles vont plutôt rester forcément chez eux, parce qu'avant, ils n'avaient pas forcément le besoin. Et nous, on va avoir forcément une saturation au niveau des réserves de nos réserves naturelles. Si on regarde un petit peu, ici, je vous ai mis une photo pour faire un petit focus au niveau du Maghreb et du Moyen-Orient. Ici, on va retrouver un petit détroit qui s'appelle le détroit d'Ormuz, où on va retrouver des pays comme l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, qui sont eux des gros exportateurs de pétrole, et ils vont passer tous en bateau par 55 kilomètres de large. Ça représente à peu près 21 millions de barils par jour et un tiers du pétrole mondial qui passe dans ce petit détroit. Et c'est le détroit qui transite, où le pétrole transite le plus. Et évidemment, c'était source de tensions fortes. On avait notamment l'Iran, hein, qui avait menacé lors de la guerre contre l'Irak de fermer tout simplement ce golfe-là, ce détroit-là, pardon. Inutile de vous dire que si on a des choses comme ça qui peuvent arriver, en tout cas qui peuvent impacter autant le pétrole mondial, on peut se retrouver avec une grosse problématique au niveau des approvisionnements de pétrole. C'est pour ça que l'énergie aujourd'hui est un gros sujet géopolitique, bien plus que que tous les autres sujets. Euh, En tout cas, en France, si on peut émettre quand même le fait qu'on soit pas mauvais là-dedans, c'est que on a un gros mix stratégique avec des importations qui viennent de beaucoup de pays différents. Donc, ça nous permet de ne pas être dépendant forcément d'un seul pays ou de deux, notamment concernant le pétrole. On va retrouver des pays comme l'Arabie Saoudite, le Kazakhstan, les Russes, le Nigeria, l'Algérie, la Norvège, l'Irak, la Libye, etc. On va retrouver un mix qui est assez fort, assez puissant au niveau de tout ça. Et quand on regarde un petit peu au niveau du gaz, on se rend compte que, en fait, celui des gaz russes, donc là c'était avant les Russes, hein, aujourd'hui on importe plus de gaz réellement russe, et ben on se rend compte qu'on n'était pas forcément dépendant des Russes. C'est juste qu'on a souhaité euh, répondre en masse avec la stratégie européenne, notamment avec les Polonais et les Allemands qui sont des gros consommateurs de gaz. On a souhaité faire front un petit peu commun, ce qui a évidemment peiné et surtout qui a amené une explosion du gaz juste avant la période hivernale. Donc quand on se rend compte qu'on est extrêmement dépendant de notre gaz, de notre pétrole soumis à des tensions géopolitiques, eh ben, on peut se poser un petit peu des questions. On peut se poser des questions sur quelle est demain l'énergie qui pourra faire avancer nos voitures, quelles seront les énergies qui pourront nous le chauffer. Donc, on se tourne naturellement vers une électrification. C'est globalement une technologie qui est connue, qui est maîtrisée, hein, on la connaît, on l'exploite depuis déjà longtemps. En France, c'est une alternative qui est décarbonée. Euh, donc, ça, globalement, on sait le faire. L'électrique, aujourd'hui, on sait le faire. Par contre, on peut se poser les questions de l'approvisionnement. C'est vrai qu'en décembre, on commençait à parler de coupure d'électricité, de plein de sujets. Donc, quand on entend coupure d'électricité et que on booste les voitures électriques, eh ben, on peut se poser une grosse question. Donc, l'approvisionnement, il faut qu'on commence à produire plus, forcément. D'un côté, on va avoir le nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire est une solution décarbonée. Mais si demain, l'État signe pour 2040 des réacteurs nucléaires, ils seront pas avant 2040 sur le réseau. Parce que déjà, c'est très long de mettre en place ce genre d'installation-là. Et surtout, il y a des freins sociétaux qui sont hyper importants. Très peu de gens souhaitent avoir entre guillemets une centrale nucléaire dans son jardin. Mais donc on a aujourd'hui, hein, beaucoup de freins, notamment au niveau des centrales nucléaires. Il y a aussi, pour refroidir les centrales nucléaires, donc il y a deux types de centrales nucléaires. Vous allez avoir celles qui sont au bord de la mer et des océans, qui vont être refroidies par l'action de l'eau, notamment au niveau de Dunkerque, on en a pas mal, au niveau de Flamanville, Cherbourg, là-haut. Il va y avoir donc des circuits ouverts, alors que la
plupart des centrales nucléaires que nous avons, c'est avec de l'eau de fleuves et de rivières, comme ce que vous pouvez voir ici. Quand vous avez des grandes cheminées comme ça, des aéroréfrigérants, c'est-à-dire que c'est des centrales nucléaires de fleuves et de rivières. Et ben ça, quand on voit les sécheresses qu'on subit, on peut aussi se poser des questions. Demain, installer une nouvelle centrale nucléaire sur un fleuve, quand on sait que les températures qui sont actuelles et qui ont été les canicules que nous avons subies l'été dernier, ça va être dans les prochaines années l'une des températures, les canicules les plus fraîches d'ici à 2030, 2050. Donc aujourd'hui, le nucléaire sur du fleuve, on peut l'oublier pour des raisons assez évidentes d'approvisionnement en eau douce, en eau douce. Après, il y a le sujet du renouvelable. Le renouvelable, si on regarde un petit peu à Guérande et au large de Saint-Nazaire, où on a ouvert le premier parc éolien offshore, qui fait qui est d'ailleurs avec des résultats qui sont, selon EDF, qui sont très positifs, notamment aussi au niveau de la biodiversité. Donc le renouvelable, pourquoi pas, évidemment, de toute façon, à un moment donné, il faut s'y lancer, sauf qu'on a encore des projets qui sont très longs, et ça ne suit pas forcément la cadence qui est imposée par les ambitions nationales et les ambitions européennes. Donc voilà, niveau de l'approvisionnement, on peut se poser des grosses questions. Après vient le sujet des batteries de voiture, parce que évidemment, le pétrole, aujourd'hui, un tiers des consommations d'énergie brute qu'on utilise, que ce soit aussi bien l'uranium, que ce soit aussi bien les énergies renouvelables, que ce soit aussi bien le gaz, le pétrole représente un tiers de l'énergie primaire que nous consommons aujourd'hui en France. Si on souhaite basculer ça en électrique, eh ben, va bien falloir aussi faire des batteries. Et les batteries aujourd'hui, on a besoin du lithium parce que le lithium, ça a des propriétés chimiques et physiques surtout qui sont hyper intéressantes, notamment pour conserver l'électricité, mais aussi pour pouvoir, parce que c'est un élément aussi, un matériau très léger. Et on se rend compte que du lithium, on n'en a pas forcément non plus. On a découvert des gisements dans le Massif central et au niveau du Grand Est. Donc on va, dans les années à venir, ouvrir 2 mines de lithium en France. Donc après, voilà, se pose la question est-ce qu'il y a beaucoup de gens en France qui vont souhaiter travailler là-bas? C'est pareil. Aujourd'hui, la mine, on va retrouver beaucoup de mines au niveau de la Chine, au niveau de l'Australie. On va retrouver aussi des pays comme les États-Unis aussi, qui disposent aussi beaucoup de réserves. Donc, on est encore extrêmement dépendant des autres pays. Donc, en fait, on a juste décalé le problème au niveau de l'approvisionnement de notre lithium. On a une autre solution, on entend beaucoup parler, hein, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est un sujet aussi. Alors l'hydrogène, donc quand on parle d'hydrogène, c'est du dihydrogène, c'est du H2. L'H2, c'est le plus abondant dans l'univers, c'est l'élément le plus léger au niveau du tableau périodique qui est au niveau des matériaux, et c'est présent dans l'eau. Donc H2O, c'est une molécule avec un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc l'idée, ce serait de récolter, aujourd'hui, ce qui se fait déjà pour créer l'hydrogène, c'est on récolte de l'eau, on la rend brute et on sait, parce que forcément, quand vous allez retirer 1 m3 d'eau, vous allez avoir un petit peu de calcaire, un petit peu de magnésium, un petit peu de tout un tas de sujets, etc. Donc l'idée, ça va être de récolter les H2 et de l'oxygène dans ces H2O-là, en faisant passer un courant électrique très très fort, pour faire simple. Et ce courant électrique très très fort va venir casser les molécules d'H2O. Donc on va venir récupérer l'hydrogène d'un côté et l'oxygène qu'on va remettre dans l'atmosphère. Donc ça, aujourd'hui, on en découvre de plus en plus. Évidemment, ce courant électrique-là, si on le produit avec du charbon ou du gaz, on va arriver au même problème. Donc aujourd'hui, on tend plutôt à, notamment avec une entreprise Vendée, Saint-Nazaire, là, qui est en train de développer une activité d'hydrogène vert, c'est-à-dire qu'en faisant du stockage d'énergie, en fait, pendant que l'éolien tourne, c'était généralement sur les énergies renouvelables, faire un courant électrique via, entre autres, l'hydrogène offshore.
pour justement faire un courant électrique suffisamment puissant pour récolter cet hydrogène. Après, évidemment, il y a des limites. Ces limites-là, c'est les propriétés de cet hydrogène. C'est un élément qui est extrêmement explosif. C'est aussi un élément qui est très difficile à stocker. Donc aujourd'hui, c'est en plein développement. Mais c'est pour ça que l'État français et l'Union européenne se jettent autant sur l'hydrogène. C'est parce que de l'eau, on en a et ça pourrait devenir un de nos carburants. Donc évidemment, quand je dis que l'eau, on en a, ça colle pas forcément avec les sécheresses qu'on subit. Mais l'idée, c'est aussi de travailler avec de l'eau de mer qui est aussi en développement. Donc voilà pour l'hydrogène, pourquoi on en parle autant. C'est parce que eh ben, on n'a pas trop le choix en fait si on veut souhaiter se projeter sur les années à venir, on doit aller sur des alternatives comme celle-là. Ici, alors si vous avez une question ou si vous avez des remarques, évidemment, n'hésitez pas à me couper. De toute façon, à la fin, il y aura un temps d'échange, mais n'hésitez pas à interagir si vous le souhaitez pendant la présentation. Ici, c'est une image d'un méthaniseur. Donc un méthaniseur agricole, notamment. Pour la faire simple, vous allez, c'est pour faire du gaz, hein, pour faire du méthane. Donc dans un côté, vous allez mettre des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des déjections des animaux, beaucoup de lisier, des choses comme ça, des déchets verts également. Dans une préfosse, avec une réaction chimique, d'un côté, vous allez récolter du biogaz qui s'appelle du méthane. Et de l'autre, vous allez produire un digestat. Donc ça va permettre, en fait, c'est un engrais naturel qui va pouvoir être disséminé sur les champs agricoles. Et donc, avec ce biogaz-là, on peut l'injecter directement dans le réseau GRDF, en tout cas dans le réseau qui est actuel en France, et s'en servir comme ce qu'on fait. Donc ça peut être intéressant, évidemment, au niveau de notre indépendance énergétique, c'est-à-dire récupérer des déchets agricoles pour en faire du gaz. Alors, ça, c'est les avantages. Les limites, évidemment, qui sont liées au méthaniseur, c'est qu'on va retrouver des agriculteurs qui vont faire pousser du maïs pour faire du gaz. Donc, ils vont devenir producteurs de gaz. Donc, ça aussi, ce sont les limites de ce projet-là. Ça va être tout ce qui va être lié aux dérives. Parce qu'évidemment, si on utilise de l'eau et on appauvrit les sols pour justement faire planter du maïs et pour faire du gaz, évidemment, ça va être très très court la durée de vie de nos surfaces agricoles. Donc, l'idée aussi, c'est d'identifier les limites pour pouvoir mieux les réglementer et ainsi, pourquoi pas éventuellement utiliser cette technologie à grande échelle. Donc voilà, pour un petit peu récapituler, on est extrêmement dépendant actuellement de nos énergies fossiles, au niveau des pays qui sont surtout liés à des tensions géopolitiques, comme on l'a vu pour les Russes. On a vu qu'il y avait de l'électrification qui était en préparation, sauf qu'on est encore dépendant de notre production, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment capable de produire autant d'électricité que nos ambitions le souhaitent. Donc, on a l'hydrogène et la méthanisation qui sont aujourd'hui des alternatives décarbonées, avec évidemment les limites à chacun. Voilà, donc pour ça qu'on parle de mix énergétique aussi, c'est parce qu'une solution n'est pas la solution. Il faut aussi multiplier les approvisionnements d'électricité en énergie en sens général pour pouvoir être suffisamment durable. Maintenant, on va passer un petit peu à la crise énergétique. Donc, il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que les prix, notamment au mois de juillet et août, ont explosé. Donc, il y a eu un rebond qui est post-Covid. Alors, ce rebond-là, en fait, hein, il a été identifié comme quoi donc, bah, toutes les industries et les entreprises françaises ont démarré plus fort, plus grand carnet de commandes. Donc, une grosse tension sur le réseau. On a vu aussi qu'il y avait le gaz russe, évidemment, hein, qui, comme je vous l'ai dit, donc diminution de l'approvisionnement en gaz. Une grande partie de notre parc nucléaire français, environ 50% des réacteurs qui étaient à l'arrêt. Donc ça aussi, ça a diminué fortement notre approvisionnement en électricité. Les énergies renouvelables qui sont pas suffisamment rapides, l'installation sur le territoire, c'est un retard qui est lourdement signifié. Et on est aujourd'hui sur un mix énergétique avec forte dominante hydroélectrique.
on est entre 8 et 10% d'électricité sur le réseau qui nous vient de l'hydroélectrique. Et on a subi, comme vous le savez, de grandes sécheresses au niveau de nos fleuves français, ce qui a diminué aussi fortement l'approvisionnement en électricité. Donc ça vient du guide des dispositifs d'aide sur l'énergie qui a été identifié à l'Assemblée nationale fin février. Si vous le souhaitez, je pourrais vous envoyer ce guide des dispositifs d'aide qui reprend un petit peu tout ça. Les évolutions des prix de l'électricité en France. Alors aujourd'hui, donc là, vous voyez hein, ce petit pic au niveau d'électricité qu'on a subi notamment au mois d'août. Là, aujourd'hui, on est sur des prix autour de 180-200 euros, alors qu'avant, on était autour de 80. Donc, c'est encore des prix énergétiques, même si ça s'est bien calmé depuis qu'on a passé l'hiver. On constate quand même que le prix de l'énergie aujourd'hui est quand même très important et surtout qu'on voit aussi le niveau du prix du gaz. Donc le prix du gaz hein, qui avait flambé complet au niveau du mois d'août. Là aujourd'hui, on se retrouve autour de 57 euros. Donc si on regarde, avant la crise, on était à 20 euros du mégawattheure. Ici, on est à 57 euros sur le marché. Donc malgré le fait que ce soit bien calmé et que ce soit bien chuté, on reste globalement quand même presque 3 fois plus cher que les prix de départ. Il faut savoir, une information qui est importante aussi à identifier, c'est qu'on ne reviendra jamais au prix du gaz et l'électricité d'avant. Ça, c'est impossible pour la simple et bonne raison que les prix de l'énergie ont tellement explosé en comprenant la logique du marché, en tout cas européen et international, on est sur des prix en fait qui ont complètement été qui ont, qui ont tellement explosé, en fait, que ça a été aussi source de beaucoup d'investissements de la part notamment de beaucoup de pétroliers et de gaziers, qui est forcément aussi la spéculation qui a été extrêmement forte lors de cette crise-là, qui est encore actuelle, ne permettra pas demain, en tout cas, dans les 3-4 années à venir, de retrouver des pays aussi bas qu'on avait avant. Quand on parle d'augmentation des prix, il faut savoir que quand vous payez une facture d'énergie, que ce soit aussi bien du gaz et une part d'électricité, ce n'est pas uniquement la consommation du prix de votre consommation qui rentre en jeu. Vous avez une partie taxe, vous avez une partie tarif d'utilisation des réseaux, et c'est en fait ce qui a pris x2, x3, x4 ou x5 pour certains, c'est cette partie-là. Donc, si vous avez eu un prix du mégawattheure qui a fait x3, toute votre facture n'a pas fait x3. Mais en tout cas, elle a augmenté et elle a été impactée par ces 33% ici, 34% ici. Pareil pour le gaz, on a une partie taxe et une partie tarif d'utilisation des réseaux. Et ici, on a 40%, et c'est ces 40%-là qui ont subi une forte hausse. Donc, bon, on est quand même face à une crise énergétique hein, qui semble durable. Aujourd'hui, on n'a pas forcément on n'était pas forcément prêt à pouvoir faire face à cette crise énergétique-là. Les prix du gaz ne seront plus jamais, l'électricité plus jamais ceux d'avant, donc il faut être en mouvement. Il faut pouvoir mettre en place une stratégie de réduction de consommation d'énergie et pour pouvoir être justement plus résilient à d'éventuelles crises énergétiques et plus résilient à d'éventuelles réglementations qui peuvent être en lien avec l'approvisionnement en gaz et en électricité. Il faut quand même savoir que, comme ce qu'on a vu, que la France et l'Union européenne est extrêmement dépendante du gaz, de son pétrole, de son électricité, etc., ils ont vocation à réduire cette dépendance-là et ça peut passer éventuellement en augmentant des taxes ou en augmentant des réglementations de plus en plus rudes pour justement obliger les entreprises à réduire leur consommation énergétique pour qu'à l'échelle nationale, eh ben, on réduise notre dépendance énergétique au sein des pays à qui on s'approvisionne. Donc, l'idée derrière ça, pour une entreprise aujourd'hui, c'est de mettre en place une stratégie pour maîtriser ses consommations d'énergie. Donc, je vais vous en discuter en quelques mots, un petit peu la stratégie, comment l'adopter, quelles choses mettre en place. Aujourd'hui, il faut savoir que si je vous partage un petit peu rapidement mon écran, aujourd'hui, vous avez l'ADEME, notamment, que ce soit aussi bien sur du tertiaire que l'industrie, qui a des fiches
des fiches C2E. Donc les fiches C2E, c'est des certificats d'économie d'énergie. C'est sur des investissements d'efficacité énergétique que vous souhaitez faire. Vous avez des bonifications qui peuvent intervenir. Ça peut être de l'ordre de 10, 15, 20, 40, 50%, 70% en fonction de la fiche que vous mettez en place et en fonction des gains que vous pouvez potentiellement faire. Donc aujourd'hui, dans l'industrie, on va retrouver les déstratificateurs, on va retrouver pas mal de choses en fait au niveau des micro-modulants, notamment beaucoup aussi de choses qui sont liées à la régulation, parce que la régulation, on considère que c'est le premier élément à faire quand on parle de transition énergétique. Et voilà, donc ça, je vous enverrai les liens, je ne vais pas tout vous balayer évidemment, mais en tout cas, pour information, il y a du tertiaire et de l'industrie que vous pouvez retrouver. Il y a du résidentiel aussi, mais bon, c'est pas le sujet. Et ce dont je vous ai parlé, ce que je vous transférerai également, c'est le guide des dispositifs d'aide sur l'énergie, qui a été sorti à l'Assemblée nationale par un député du Maine-et-Loire, et en fait qui référence tous les dispositifs auxquels vous avez potentiellement droit, en fonction des énergies consommées, en fonction des bénéficiaires concernés, que ce soit aussi bien des ménages, des collectivités, de l'entreprise. Et donc là, vu que c'est quand même un beau flou artistique, tous les dispositifs qui peuvent exister en France aujourd'hui, ce guide, en fait, si j'en prends au hasard, par exemple, je sais pas, l'amortisseur qui concerne l'électricité, vous avez le nom des bénéficiaires, quelles conditions à réunir, quelle est la nature de l'aide, et derrière, vous avez un flash code avec plus d'éléments et la démarche à suivre. Donc voilà, tout ça, ils ont référencé en fait tous les dispositifs auxquels vous pouvez potentiellement prétendre, si vous, évidemment, réunissez les conditions d'éligibilité qui sont inscrites dans ce dispositif, dans ce guide-là. Donc vous pourrez aller sans problème y piocher si vous êtes intéressé. Donc la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, la maîtrise de l'énergie, on entend beaucoup parler. Ça peut être aussi très vaste, donc il faut bien savoir le définir. Aujourd'hui, à gauche, on a considéré une facture énergétique avec l'énergie qui est utilisée sur la gauche et une énergie en partie gaspillée. Quand je dis gaspillée, ça va être évidemment comme ça peut aller simplement de la lumière qui reste allumée dans les entrepôts, dans les bureaux, ou ça peut être même de chauffer le week-end, par exemple, ou de ne pas avoir de réduit, pas avoir de thermostat, pas avoir tous ces sujets-là en fait qui vont nous permettre de réduire les consommations d'énergie parce qu'on va considérer gaspiller. Ça, on va parler d'efficacité énergétique. Et après, évidemment, en investissant techniquement, que ce soit aussi bien sur des compresseurs à variateur de vitesse, sur des nouveaux systèmes de chauffage, des têtes thermostatiques, plein de choses, etc. On va réduire l'énergie qui est utilisée. Donc là, on va être plutôt dans la performance énergétique. L'idée, c'est que pas que ce soit étape 1, étape 2, étape 3. Il faut évidemment mener tous ces sujets-là de front. Le seul sujet, évidemment, c'est qu'il faut savoir les prioriser. Et les prioriser, ce qu'il faut bien identifier quand on parle de maîtrise de l'énergie aussi, les 4 piliers hyper importants à pousser de front, ça va être la partie rénovation. Donc, quand j'entends rénovation, c'est tout ce qui va être lié aux investissements techniques, pas uniquement la rénovation de l'enveloppe. Ça peut être du passage au LED, va rentrer dans ce critère-là. Donc évidemment, ça, c'est un critère qui est hyper important quand on parle de transition énergétique. Avant, on changeait de chaudière, on faisait de la transition énergétique. Aujourd'hui, c'est plus difficile que ça. Donc, on n'est pas uniquement sur la rénovation aujourd'hui. On va être sur un suivi de maintenance qui est hyper important. Aujourd'hui, un système qui est bien maintenu, en plus d'augmenter sa capacité à vivre dans le temps, il va être aussi plus performant. Un système bien maintenu, et on considère entre 10, 15, voire même 20% parfois de meilleure tenue et de meilleure efficacité énergétique. Donc voilà, pourquoi la maintenance, que ce soit aussi bien correctif que préventif, est hyper important. Ça peut être du ramonage jusqu'au changement des filtres dans une centrale de traitement d'air. Ça peut être tous ces sujets-là, en tout cas, rajouter du fluide frigorigène s'il en manque dans une pompe à chaleur. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a quand on entend de maintenance. On va avoir une partie organisationnelle aussi qui est très importante.
quelles actions à prioriser, qui derrière pilote ces actions-là, est-ce qu'on monte une équipe énergie? Est-ce que c'est un référent énergie? Est-ce que j'ai une feuille de route? Est-ce que j'ai une politique énergétique? Tous ces sujets-là, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai 50 000 € à mettre sur la table, ou 20 000 € ou 0 € à mettre cette année en budget pour faire des économies d'énergie. Qu'est-ce que je fais cette année? Qu'est-ce que je fais l'année prochaine, et cetera. Voilà, une bonne organisation, c'est aussi hyper important, pour véhiculer aussi les actions à valoriser. Et derrière la sensibilisation, on considère aujourd'hui, qu'entre une équipe sensibilisée et une équipe qui ne l'est pas, on considère à peu près 15 d'économie d'énergie potentielle sur la sensibilisation. Ça va de remonter la fuite d'air comprimé, jusqu'à éteindre l'entrepôt quand il n'y a personne, jusqu'à couper le chauffage dans le vestiaire. Voilà. Quand on parle de sensibilisation au sens large, c'est prendre conscience aux salariés des différentes économies d'énergie potentielles. Donc quelle approche pour quel projet? Aujourd'hui, il faut évidemment une motivation, une ambition. Pour donner un sens au projet, évidemment, généralement, cette ambition, elle est pécuniaire, évidemment, pour faire des économies d'énergie. Ça peut être aussi une ambition, une motivation liée à une stratégie RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça peut être lié à, un bilan carbone, ça peut être lié à tout un tas de sujets, une motivation sociale au sein de la structure, peu importe. En tout cas, cette motivation-là vous appartient, évidemment. Après, l'idée, c'est, que ce soit avec Horace ou peu importe, d'avoir une méthodologie, d'avoir aussi un apport de compétences sur le sujet-là, qui est évidemment nécessaire pour piloter le projet et puis derrière pour mettre en place, des actions qui sont pertinentes. Et évidemment, une partie qui est aussi non négligeable, c'est le temps. Évidemment, hein, pour investir durablement dans la stratégie de l'entreprise, heu, pas uniquement pour l'énergie, hein, dans tous les sujets, il faut pouvoir mettre un petit peu de temps. Donc les différentes, actions, dans un projet, évidemment, le première étape, ça va être de définir, quel va être le périmètre d'intervention si on souhaite mettre au point une transition énergétique au sein de sa structure. Ensuite, donc voilà, quelles sont les forces, les faiblesses? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des capacités d'investissement? Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui est motivée? Est-ce que j'ai une équipe de maintenance? Est-ce que j'ai voilà, toutes ces choses-là, en fait, hein, qu'on peut se poser, il faut savoir les définir. Dans un deuxième temps, il faut savoir aussi les planifier. Donc, c'est-à-dire que, bah, tiens, trimestre 2, à la fin de trimestre 2, je dois avoir demandé un devis pour, changer, relamper mes installations. Je dois avoir fait en tout cas une feuille de route, voilà, là-dessus. Ensuite, la troisième étape qui est hyper importante, c'est mettre en œuvre. C'est-à-dire de pouvoir mettre les actions en place et puis derrière, dans une dernière phase, pouvoir les suivre. Donc les conclure, généralement, là, à partir de conclure, on remonte au niveau de planifier, on est toujours dans l'amélioration continue. Aujourd'hui, c'est quand même important de pouvoir, suivre durablement ce type de projet-là. Un objectif, évidemment, généralement, il faut qu'on fixe un objectif chiffré. Ça peut être, faire, 5 d'économie d'énergie, ça peut être 4, ça peut être répondre au décret tertiaire en 2030, ça peut être tout un tas de sujets identifiables. En tout cas, cet objectif-là, c'est mieux s'il est chiffré. Il faut que ce soit un objectif atteignable, raisonnable, mais aussi il faut qu'il soit suffisamment ambitieux pour pouvoir vous faire avancer. Donc voilà pourquoi les objectifs aujourd'hui, sont hyper importants à mettre en place, notamment quand on souhaite être, pertinent et durable dans une stratégie de 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 consommation et diminution des consommations d'énergie. Aujourd'hui, quelque chose qui marche très bien et qui est aussi intéressant à mettre en place au sein de sa structure, c'est une politique énergétique. Une politique énergétique, en fait, c'est une feuille A4, hein, qui traduit l'engagement de la direction, en interne et en externe, sur les capacités de l'entreprise à mettre en place, et mettre en place des choses pour faire des économies d'énergie. Ça va être le premier support de sensibilisation, évidemment. C'est parce que ça engage la direction, c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Donc cette politique énergétique, elle se doit être d'identifier avec des cibles, des missions et des engagements clairs pour pouvoir mettre tout le monde et être le postulat de base dans une transition énergétique là.
Évidemment, tous ces sujets, si vous souhaitez en discuter plus loin pour qu'on aille un peu plus loin derrière dans le sujet, là j'ai qu'1 heure, mais si vous voulez qu'on puisse en discuter, il y a pas de problème, je pourrais plus vous le détailler en individuellement. Après, il y a une stratégie qui est aussi nécessaire pour atteindre cet objectif-là, donc mettre en place une démarche de travail. On parle souvent de feuille de route, donc une feuille de route, ça peut être très simple. Ça peut être identifier les actions, une ligne budget, une ligne pilote, une ligne délai, tout simplement. Ça va permettre de structurer le projet, parce que généralement, on a souvent la tête dans le guidon dans son travail. Aujourd'hui, l'énergie, comme, c'est quand même quelque chose qui vient en plus, qu'on avait à gérer en amont, ça s'additionne au plan de charge. Donc ça va pas forcément être naturel de travailler sur l'énergie. Donc l'idée d'avoir un livrable et de pouvoir structurer ça, ça va en fait permettre d'identifier une certaine rigueur, et ça peut être, soit vous souhaitez derrière faire des réunions énergie, des comités de pilotage, peu importe comment vous appelez ça. L'idée c'est de pouvoir quand même régulièrement, ça peut être 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, 1 fois tous les trimestres, peu importe, faire un point avec l'équipe énergie, pour pouvoir, justement avancer sur le sujet. Donc l'équipe énergie, qu'est-ce qu'on entend par équipe énergie? C'est-à-dire de pouvoir mettre autour de la table des gens qui ont des compétences, ça peut être une personne de la production, une personne de la maintenance, exploitation, qualité, peu importe, ressources humaines, achat. L'idée, c'est d'identifier au sein de son équipe des personnes compétentes sur différents sujets pour monter une équipe énergie qui va porter ce sujet-là. L'idée, c'est de pouvoir, suivre le plan d'action, contrôler les résultats, identifier les objectifs, faire des tableaux de bord, tout ça, pouvoir avoir la capacité de sensibiliser également, faire circuler l'information. Et généralement, on va retrouver des compétences techniques, généralement liées à la maintenance, à la production, qui connaît bien l'entreprise, hein, qui connaît bien vraiment le fondement de l'entreprise. Une partie gestion et une partie pédagogie et animation. Donc là, on va plutôt retrouver au niveau RH, management, c'est ce type de compétences-là. En tout cas, l'idée, c'est toujours d'avoir autour de la table, plusieurs artisans. C'est très difficile de pousser de front un sujet aussi important, une transition énergétique au sein de sa structure. Comme je vous disais avant, on signait 1 fois les contrats tous les 3 ans et on changeait la chaudière, on passait en chaudière condensation et puis on était bon. Là, voilà, on se rend compte que ça peut toucher, bien plus, de sujets que ça. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de pouvoir identifier et ça, s'il y a bien un truc à retenir de ce webinaire-là, c'est ça, c'est identifier des UES, donc identifier des usages énergétiques significatifs. Tiens, j'ai fait une petite erreur là dans le diapo, mais c'est bien significatif. C'est-à-dire d'identifier tous les postes de consommation, bah, comme son nom l'indique, qui sont significatifs sur votre facture énergétique. Donc qui va vraiment réellement impacter, vos factures. Là, j'ai mis un exemple, pour une entreprise qui a son poste de consommation le plus important pour la chauffage climatisation. Donc UES 1, identifié, tac, air comprimé UES 2, éclairage UES 3. L'idée, c'est pas d'avoir des usages certificatifs, il faut pas en avoir 50. L'idée, c'est d'en avoir 3, 4, 5 maximum et ensuite de pouvoir y brancher toutes les catégories qu'on souhaite identifier. Hem, Quand on parle général ça peut être éventuellement, la production. Après le problème, si on parle de production au sens large, il faut aussi bien identifier tous les vecteurs énergétiques qui vont rentrer en compte dans la production, d'un produit éventuellement. Si par contre, si vous êtes sur du tertiaire, l'UES 1, ça va être le chauffage climatisation. Voilà, on considère à peu près entre 70 et 80 de la facture énergétique qui est impactée par le chauffage et la climatisation. Donc sans hésiter, l'UES 1. Si on est sur une activité industrielle, le chauffage aussi prend une part importante. On va y retrouver également l'air comprimé, l'éclairage. Donc là, ce que je vous conseille, c'est donc de bien définir ces sujets-là, et ensuite d'identifier les actions. Si je prends l'exemple du chauffage climatisation, dans un premier temps, il va falloir regarder la régulation. Est-ce que j'ai un système de régulation? Est-ce que j'ai des réduits? C'est-à-dire qu'est-ce que quand je travaille pas, est-ce que je chauffe encore mon bâtiment? Est-ce que je veux bien avoir une gestion maîtrisée sur toutes les consommations au niveau de la climatisation de mon local?
Ça peut être lié aussi avec, voilà, des têtes thermostatiques, peu importe, on va avoir plein de sujets qui vont rentrer dans la régulation. La partie ensuite, on va avoir une partie maintenance. Est-ce que mon système est bien maintenu? Est-ce que, soit j'ai une équipe maintenance qui s'en occupe, soit j'ai un prestataire qui vient s'en occuper de maintenance. Ça aussi, c'est hyper important. Dans un troisième temps, on va travailler sur l'aspect de l'enveloppe du bâtiment. Donc l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis bien isolé? Est-ce que, en premier des choses, quand on parle d'enveloppe du bâtiment, il faut isoler sa toiture. Ça vous avez 2 fois plus de pertes par la toiture que par votre fenêtre. Ça, faut le savoir, même si c'est pas évident. C'est parce qu'on a le plus de sensations de frais ou de chaud auprès des fenêtres, mais vous avez 2 fois plus de consommation d'économie d'énergie à faire si vous isolez votre toiture. C'est tous ces sujets-là, en fait, qui vont venir impacter et derrière, un investissement technique. Donc là, quand je parle d'investissement technique, ça va être sur le moyen de chauffage. Voilà, que quand on a réduit avec la régulation, donc on a une meilleure, maîtrise. Ensuite, la maintenance, on a une meilleure, efficacité derrière. L'enveloppe du bâtiment, on diminue nos consommations, nos besoins et ensuite on investit techniquement dans une solution, qui est, par exemple de la pompe à chaleur qui peut être, un sujet qui consomme moins d'énergie en tout cas, pour payer au plus juste et surtout faire des économies d'énergie très rapidement. Ensuite, on va avoir une partie air comprimé, donc ça là, ça va être soit l'optimisation de l'utilisation. Est-ce que j'ai bien coupé le week-end? Est-ce que j'ai bien coupé la nuit? Est-ce que j'ai un variateur de vitesse? Voilà, se poser toutes ces questions-là qui vont faire naître des actions derrière, et qui vont vous permettre justement d'avancer et de mettre en place des choses très, très concrètes. Après on va avoir l'éclairage. Généralement l'éclairage, quand on demande un devis sur l'éclairage, on va vous chiffrer tout l'éclairage par du remplacement LED. C'est pas forcément intéressant. Il vaut plutôt prioriser, donc prioriser par déjà les espaces de passage, tout ce qui va être vestiaire, toilette, couloir. Donc là, passer par du détecteur de présence et passer en priorité sur du LED. Ensuite, si vous avez des zones qui sont plus souvent soumis à de l'éclairage que d'autres, et ben pareil, vaut mieux, passer en LED, son atelier, qui tourne en 2/8 plutôt que ses bureaux, qui tournent, 8 heures par jour. Voilà, tous ces sujets-là, en fait, il faut pouvoir les décomposer et derrière avoir des actions qui sont pertinentes. Si vous voulez, qu'on aille plus loin derrière, vous hésitez pas de toute façon. Horace aussi, on est là pour ça, pour, justement avoir la capacité à vous accompagner sur toutes ces thématiques-là. On a un levier évidemment en communication, ça c'est nécessaire. Comme on est globalement dans une transition énergétique, donc ça va être vraiment c'est systémique, hein. Là, on est vraiment sur un gros bloc, au niveau changement. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir justement bien doser la communication pour faire adhérer le projet, les salariés, parce qu'ils vont être aussi évidemment acteurs dans cette transition énergétique-là. Donc il est aussi plus que nécessaire de pouvoir bien communiquer au sein de sa structure, et surtout aussi pouvoir bien identifier les leviers d'action. Ça peut être soit sur des retours d'expérience, ça peut être également de dire: «Ben, tiens aujourd'hui, la l'entreprise paye 3 fois plus cher son énergie». Ça peut être sur la sensibilisation, sur les enjeux du réchauffement climatique. Tous ces sujets-là en fait, peuvent impacter et faire adhérer aussi au changement, en tout cas au niveau de la communication. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, donc là je vais un petit peu conclure, on arrive au terme de ce webinaire-là. Donc voilà, un petit peu pour conclure, on se rend compte aujourd'hui, hein, que la source en énergie, en tout cas l'approvisionnement en énergie aujourd'hui dépasse complètement uniquement une facture. Elle va être complètement liée à la géopolitique internationale. Elle dépasse réellement elle est vraiment sur des enjeux qui sont grandissants, qui en plus avec le réchauffement climatique et la limite évidemment des énergies fossiles et aussi les rapports du GIEC, donc le GIEC, qui est, une, un regroupement d'experts internationaux, neutres, qui aussi se projette aussi l'avenir concernant le réchauffement climatique. On se rend compte que c'est un peu la misère là-dessus aussi. Donc, évidemment, une entreprise ne doit pas être la seule responsabilité évidemment. Mais, la facture énergétique aujourd'hui, on voit qu'on est aussi extrêmement dépendant des pays, qui sont, généralement aussi,
soumis à beaucoup de tensions, hein, géopolitiques, hein. On voit le Moyen-Orient, hein, où il y a au niveau la guerre et tous ces sujets-là aussi, hein, la Russie. Donc, en fait, ça nous dépasse. On a des solutions aujourd'hui, comme l'électricité, comme l'hydrogène, comme la méthanisation, mais qui tardent à arriver. Donc, voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions. C'est compliqué, mais en tout cas, pour mieux être résilient face à ce type de crise-là, il faut réduire ses consommations d'énergie, mettre en place un système de management de l'énergie, donc qui va nous permettre d'avoir une visibilité, qui va vous permettre d'avoir des jalons, qui va vous permettre d'identifier sur 2, 3, 4 ans une perspective de budgétisation, pour avoir des résultats évidemment concrets. J'en ai pas parlé, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir mesurer ces économies d'énergie-là, donc de pouvoir soit faire des bilans, soit de pouvoir d'une année à l'autre compter, les économies d'énergie faites pour mettre en valeur et valoriser ce type d'action-là, que ce soit aussi bien en interne que pour vos actions, auprès de vos parties prenantes et de vos clients. Donc en tout cas, voilà, j'espère que il y avait beaucoup de sujets, donc j'ai essayé d'aller un peu vite, sur certaines choses. S'il y a des choses que vous souhaitez évidemment approfondir, vous pouvez me poser la question, on pourra en parler tout de suite. Heu, donc voilà, je vous invite à, si vous le souhaitez, me poser des questions, si vous en avez. OK. Bon, bah, si en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ouais, Maxime. Oui. Moi, j'ai une petite question. On est en train justement, on a mis en place dans notre entreprise un petit collectif qui va justement lancer le travail là qu'on vient de développer un petit peu là. Et je voulais savoir si, tu aurais des outils à me proposer, pour justement mettre en route, bah, déjà ce PowerPoint là, ça m'intéresserait de l'avoir. Mmh. Et il y a peut-être d'autres documents qui enfin l'idée c'est vraiment de mettre en route une équipe, on va être 6. Et c'est une équipe qui va aller effectivement chercher, les points d'optimisation qu'on peut faire dans l'entreprise, à court Ouais. terme. Voilà. Bah, nous, on fait de la formation, là-dessus avec les pour mettre en place justement les outils, comment, monter un plan d'action et cetera. Donc ça on peut mettre en place, ça je pourrais t'envoyer les informations. C'est une formation qui s'appelle Pack Énergie, qu'on peut faire en qu'on peut faire en interne aussi. Donc ça éventuellement ça Ouais. pourrait, Bah, là, l'idée, c'est pas non plus de mettre un truc lourd, enfin, en tout cas, dans un premier temps, mmh, faut que ça soit assez, c'est plus pour faire une prise de conscience, du coup, et puis après, mmh, peut-être qu'on ira, plus loin avec effectivement, des tableaux plus précis, en allant chercher des chiffres d'économies faites et cetera. Mais là, on est sur la première étape, quoi, c'est de fédérer une équipe, ouais, sur ce sujet-là. OK. Ben sinon, alors, Philippe, peut-être toi qui avais pris part justement à ce sujet-là, on n'est pas non plus dans le comptage, enfin je veux dire, je pour ça, est-ce que tu peux faire ton retour Philippe sur ce que ça va apporter un petit peu ce type de pack énergie-là? Peut-être? Ouais, ouais, bah, enfin, ça s'adressait, oui, à l'équipe, énergie, donc aux personnes les plus, enfin, nous, en tout cas, les plus, sensibilisées déjà, donc c'était une ouais, peut-être une deuxième étape après la sensibilisation de l'entreprise, mais c'est plus pour, ouais, pour avancer, nous, ça nous a apporté pas mal de choses, ouais, de connaissances un peu, de mieux, comment dire? Appréhender, par exemple, nos factures d'électricité, savoir où aller chercher les informations, comment les exploiter, comment bien interpréter tes factures d'électricité, par exemple. Derrière, oui, Maxime nous a pas mal, comment dire? Accompagnés avec, l'aide d'un outil, de un peu de justement où pour rentrer ces données-là. Mais je n'ai pas trouvé que c'était très, très lourd, en fait, à Ouais, mettre en d'accord. place, et Mmh ça mh. permet, ouais, de cadrer un peu le truc, et puis de savoir d'où on part, en fait. Ça, c'est pas mal, je trouve, Mmh. d'avoir ça te donne une photo de départ qui est assez précise, et ouais, je trouve que c'est pas mal de le faire assez rapidement dans la démarche, en fait, D'accord. Ouais, ouais, OK. mmh. Et c'est pas Merci. très, très lourd, hein. Le pack, il a Ouais. duré, c'est quoi? C'était 2 jours, hein, c'est ça? 2 jours d'accompagnement, et
Voilà, il y avait eu deux, trois fois, on s'est vu avec Maxime. Ouais, 3 fois avec Maxime. Donc c'est pas mal. Puis voilà, ça va par étapes, quoi. C'est progressif. Puis bon, malheureusement, on va pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que notre boîte Oui. ferme, hein, mais il y avait des étapes prévues derrière d'audit un peu énergétique ou des choses comme ça pour aller plus loin. Donc moi je trouvais que c'était assez progressif, assez abordable Ok. en tout cas. Très bien, merci. Merci Philippe. Ça marche, suivre du coup. Sinon, voilà, je t'envoie au pire les éléments et puis Ouais, je veux bien. si ça t'intéresse ou pas. Voilà. Puis on verra où est-ce qu'on bloque et puis comment, si la dynamique a du mal à prendre, je reviendrai Ouais. chercher les outils. Ouais. Pas de problème, ça marche. Super. En tout cas, merci. C'était vraiment sympa de faire un point comme ça. C'était chouette. Bon, en tout cas, ouais, ça marche. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci Maxime. Bonne journée. Allez, Bonne au revoir. journée. Au revoir.